Vite, 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 le fauteuil, il est libre. C'est moi le premier. Ouais, faites-moi un peu de place. Hop, la maison est pleine. Eh bien, les enfants, voulez-vous bien me rendre mon fauteuil? Père Castor, tu tiens beaucoup à ton fauteuil. Que se passerait-il? C'est cassé en 1000 morceaux. Je serais obligé de le réparer, mais au lieu de casser mon fauteuil, écoutez plutôt l'histoire de la famille Radirose. Tempête chez les lapins. Ce matin-là, un vilain renard rôdait en quête d'un mauvais tour. Toute la famille Radirose était de fort bonne humeur. J'ai besoin de tout mon temps pour préparer une soupe et un bon gâteau. Aujourd'hui, nous recevons grand-mère Radirose. Alors je m'en vais chercher des carottes toutes fraîches, hein? Reine et Benjamin, qu'est-ce que vous allez nous préparer? Je vais faire un bon dessin de tous les Radirose au grand complet. Moi, je vais seulement regarder. Benjamin travailla toute la matinée à peindre un magnifique dessin. Je suis un grand artiste. Puis il sortit prendre l'air un instant. Ah ben moi aussi, je vais devenir une grande artiste. Je vais te battre. Ah non, pas les oreilles. Non. Oh, une dispute. J'aime bien les disputes. Arrête. Non, pas les oreilles. J'adore les oreilles. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Maman, il m'a battue. Viens m'aider à préparer le repas. Mais une abominable fumée noire venait de la cuisine. Maman Radirose courut, la soupe avait brûlé. Et mon gâteau est complètement carbonisé. C'était bientôt l'heure de manger et il n'y avait plus rien sur la table. Les nerfs de maman Radirose craquaient. C'est le moment de m'introduire dans cette confortable maison qui sera bientôt à moi. Il entra à pas de loup et alla se cacher au fond du terrier. Papa Radirose, qui rentrait, vit le renard se faufiler. Il se précipita et poussa toute sa famille dehors. Et Benjamin ferma la porte. J'ai vu le renard entrer. Oh, j'étais débordée. Je ne l'ai ni vu ni entendu. Heureusement, Benjamin eut une idée lumineuse. Dans une réserve secrète, j'ai un gros sac de poudre à éternuer. Benjamin courut à toutes pattes jusqu'à sa cachette secrète. Et il rapporta triomphalement son sac de poudre. Ça y est, Viens vite sur le toit. Nous allons verser toute la poudre par la cheminée. Achou! Ça perd les pommettes! Achou! Nom d'un lep! Achou! Crotte de lapin! Achou! Oh, diable les radino! Achou! On ne l'enverra pas de sitôt. Regardez, voilà grand-mère Radirose. Aidez-moi, je vous apporte un énorme gâteau. oh, ça sent bien. Le nôtre est complètement carbonisé. On va te raconter tout ça. Maintenant, ils avaient envie d'en rire. On jeta à la poubelle la soupe et le gâteau brûlé. On mit sur la table les carottes toutes fraîches et le beau gâteau. Je te donnerai du papier, des crayons et même un pot de peinture. On va pouvoir dessiner tous les deux. Toute la famille était réconciliée. Achou! Achou! Et si
si nous faisions un immense dessin représentant notre maison et tout ce qu'elle contient? Alors il faudra d'abord ranger notre chambre. Écoutez l'histoire d'un oisillon qui eut bien du mal à quitter le nid et prendre son vol. Duvet ne veut pas voler. Dans la grande forêt, à la cime d'un arbre, papa et maman oiseaux avaient confectionné le plus douillet des nids pour leurs deux oisillons, Plume et Duvet. Ils avaient un appétit d'ogre, ils engloutissaient mouches, vermisseaux et baies sauvages que leurs parents déposaient dans leur bec. Le soir venu, dans le nid bercé par le vent, comme il faisait bon s'endormir blottis contre papa et maman, il y a un temps pour se laisser bercer et un temps pour apprendre à voler. Regardez un décollage au ralenti. À vous maintenant. La plus hardie, ce fut Plume. Après quelques battements d'ailes maladroits, elle retomba un peu trop vite sur le sol. Bravo, Plume. Le deuxième vol fut beaucoup mieux réussi. À toi, Mais pour Duvet, pas question de se lancer dans une telle aventure. Tu te retourner dans la coquille où je suis né. Je te promets une récompense. Moi, je te promets une fessée. Rien n'y faisait. Plume sut voler avant même que Duvet ait fait la moindre tentative. Puis il y eut les leçons de perfectionnement. Il fallait suivre papa et maman oiseaux au-dessus de la forêt et se poser dans la cour de la ferme, là où on trouve de si bonnes choses à manger. Plume apprit tout cela, mais pas Duvet qui restait dans le nid. Maintenant, dans la forêt, tous les oisillons volaient et accompagnaient partout leurs parents. Ils venaient voir Duvet et lui répétaient « Vole, Duvet, vole, prends exemple sur Plume !» Même les écureuils se moquaient de lui. Dans son entêtement, Duvet ressemblait à un prisonnier derrière les barreaux de sa cage. Les pluies d'automne se mirent à tomber. D'arbre en arbre, des messages circulaient. « L'hiver sera rude, l'hiver sera rude !» Il faut partir, il faut partir. Déjà, les oiseaux se rassemblaient pour le départ, mais Duvet ne savait toujours pas voler. Tout cela est bien préoccupant. Nous ne pouvons plus attendre. L'hiver approchait. Ils risquaient de mourir de froid. Le cœur serré, ils prirent la décision de laisser Duvet et de partir sans lui pour les pays chauds. Abandonné à son triste sort, Duvet se retrouva seul dans le nid déserté. Je suis seul et j'ai froid. Des oiseaux plus robustes restés dans la forêt vinrent donner la béquille à Duvet. Sans nous, tu serais mort de faim. À toujours rester sans bouger, Duvet devint un gros patapouf. Ce qui devait arriver arriva. Un matin, le nid vieux et usé dégringola. Heureusement, un tapis de feuilles mortes adoucit la chute. Tapis au pied de l'arbre, Duvet passa une nuit de cauchemar. Petit oiseau perdu dans la grande forêt, il avait froid, il tremblait de peur. Il entendait des glissements inquiétants sous les feuilles. Attention, Duvet, vole, sauve-toi, un serpent te À guette. cet instant précis, une cigogne affamée survolait la forêt. De son œil perçant, elle vit le reptile et fonça sur lui. En une seconde, le serpent disparut dans son bec rouge. Ah, tu l'as échappé, belle. Pauvre petit oiseau, viens avec moi. Et la cigogne transporta Duvet jusqu'à la vieille tour qui servait d'étape aux cigognes en route vers les pays chauds. Duvet y trouva de la nourriture et la compagnie des autres cigognes. Il raconta son histoire. Il y a un temps pour se laisser bercer, il y a un temps pour apprendre à voler et quitter le nid. Les routes du ciel tracées par le vent te conduiront au-dessus des forêts et des champs, au-dessus des villages et des villes. Tu traverseras les mers en suivant les navires. Il y a un temps pour se laisser bercer. Il y a un temps pour quitter le nid et apprendre à voler. Rassemblant ses forces, Duvet s'élança du haut de la tour. Ouais, la cigogne avait raison, c'est merveilleux de voler. Duvet était enfin libre, la terre et le ciel lui appartenaient. Mission accomplie. Je t'emmène au pays du soleil où nous passerons l'hiver. La cigogne connaissait la route pour l'avoir parcourue plusieurs fois. Pour Duvet, le voyage fut une belle aventure. Mais le pays du soleil était trop vaste pour que Duvet y retrouve ses parents. À la fin de l'hiver, les deux oiseaux revinrent ensemble au pays. Ah, je reconnais tout, voici l'arbre de mon enfance. Papa et maman y construisaient leur nid. Regardez, c'est Duvet. Bon d'être tous réunis. Plume bâtissait le sien sur un arbre voisin. Duvet fut accueilli par des cris de joie. Pour fêter les retrouvailles, papa et maman invitèrent tous les oiseaux de la forêt. Sous leurs yeux éblouis, Duvet s'élança très haut dans le ciel, jusqu'à n'être plus qu'un minuscule petit point. Il y a un temps pour se laisser bercer, il y a un temps pour quitter le nid et prendre son vol. Père Castor, je voudrais apprendre à voler. On peut construire un nid. Et nous y resterions tous les quatre bien serrés. Ah, mon histoire vous a donné des idées. Mais les castors, ils peuvent pas voler. Non,
Les petits castors préfèrent nager et écouter des histoires. Ah oui, puis cueillir des fleurs et puis dessiner des marionnettes et puis regarder Oh, vous êtes plus rapide que l'éclair. Ouais, mais ils ne feraient pas de bons voleurs. Ils ont oublié de s'essuyer les pieds et ils laissent de la neige un peu partout, regardez. Mais on est quand même drôlement rapide. Ouais, et on pourrait même voler la lune si on voulait. C'est même pas possible. Si. Voler la lune? N'êtes-vous pas un peu vantard? Non. Pas trop. Ça me fait penser à une histoire. Ah oui, Colos et les 4 voleurs. Il était une fois, au fond de la forêt, Qu'est-ce que c'était? C'est Colosse le géant. Tout le monde a peur de lui. Personne n'approche jamais sa maison. Même les animaux sauvages font un détour. Et il est capable de manger un bœuf entier. Avec son énorme massue, il peut fendre la montagne en deux. Vous avez vu? La terre tremble sous les sabots de son cheval géant. Un conseil, ne traînez pas dans la région. J'ai faim. Tu penses comme moi? Un géant, ça doit posséder beaucoup. Je vais attendre la nuit, puis j'entrerai dans la cuisine et je volerai de quoi nous restaurer. Bien dit, moi j'ai soif aussi. Je descendrai à la cave et je déroberai un tonneau de vin pour nous désaltérer. Bien dit. Moi, j'entrerai dans l'écurie, j'y laisserai notre âne et je prendrai un cheval pour nous emporter loin d'ici. Ah, moi je suis bien trop amoureux, je resterai ici. Et je rêverai à celle que j'aime. C'est ça, c'est ça. C'est pas lui qui volera la lune. J'y vais. Ne quittez pas des yeux la fenêtre de la cuisine. Si tout va bien, je craquerai une allumette et vous pourrez me rejoindre. À présent, il va falloir craquer une allumette. Ma clé. Qui fouille dans ma cuisine? Si je le trouve, je l'écrabouille. Ça soulagera ma rage de temps. Ce n'est tout de même pas ce verre luisant. La lumière! C'est le signal, tout va bien, j'y vais. Tendez bien l'oreille, si la voie est libre, je pousserai le cri de la chouette. Aïe, 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 aïe! Cette fois, je ne rêve pas, il y a quelqu'un dans la cave. Si je le trouve, je l'écrabouille. Je l'écrasibouille. Ça alors, personne? Tout va bien, c'est le signal. J'y vais. Tu vas avancer, espèce de canasson! Cette fois-ci, si je le trouve, je l'écrabouille, je l'écrasibouille, je le gigouille. Au secours, mes frères! Où êtes-vous passés? Je suis ici dans le tonneau! Et moi, je suis sous la paille! Ne bougez pas, mes frères. Puisque ce maudit canasson ne veut pas avancer, je volerai la carriole. Tiens, mon Yann! Plus vite, je t'en supplie, dépêche-toi! Oui, dépêche-toi! Oui, dépêche-toi!
fais ce que je peux. Ah, les voilà. Je les écrabouille, je les écrasibouille, je les zigouille. Avance donc, vieux bourricot. Oui, avance donc, vieux bourricot. Aïe, 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 il faut faire quelque chose. Avance, vieux bourricot. Adieu, mes frères. Et adieu, mes frères. Adieu, mes frères. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Qui va là? N'ayez pas peur, c'est moi, votre frère. Regardez, n'est-ce pas joli? La lune, tu nous as sauvé la vie. Oui. Quand je vous ai vu en si mauvaise posture, je suis monté sur l'arbre le plus haut. Et pour celle que j'aime, j'ai décroché la lune. Et voilà. Ils n'étaient pas très... Malin ces voleurs-là. En tout cas, il y en avait au moins un qui était... Romantique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oh toi, du moment qu'il y a un amoureux... Tu trouves ça bien? Parfaitement. Vous aurez aussi remarqué combien ces 4 frères étaient unis. Ah oui, j'aime ça. J'ai une épuisette pour explorer le fond des ruisseaux, mais jamais aucune nymphe ne s'y est prise. Tu ne prends pas non plus de poisson? Tu as raison, il y a des choses qui nous échappent. Que nous ne comprenons pas. Connaissez-vous Poulet des Bois? Les soirs de grande lune, il s'en va gambader sous les ramures avec un bel oiseau qu'il appelle mon merle noir. Nous ne l'avons jamais vu. C'est peut-être un lutin? Pour le voir, il faut bien regarder. C'est une de ces choses merveilleuses qui existent dans les histoires du Père Castor. Poulet des Bois. Il vivait dans une cabane avec un merle noir qui s'appelait mon merle noir. Une nuit que Poulet des Bois dormait, la lune vint le regarder sous le nez à travers la lucarne. Il était si joli qu'à le contempler ainsi, elle se mit en retard. Le jour venait, il lui fallait partir, et comme l'un de ses cheveux s'était entortillé dans les barreaux de la cage, crac, elle le cassa pour se sauver. Mon merle noir entr'ouvrit un œil, mais il ne vit que ce fil d'argent qui luisait près de lui. Comme la lune brille ce soir. Au petit matin, ce fut une autre affaire. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Une princesse est venue me voir pendant mon sommeil. Je m'en vais la chercher pour lui rendre son cheveu. Peut-être qu'elle voudra m'épouser. En route, mon merle noir! En route, voilà des histoires pour un rayon de lune, oh là là. Mais ce n'est pas un rayon de lune, c'est un cheveu de fée. Alors l'oiseau n'insista pas. Où allons-nous? À ta place, j'irai consulter le gros hibou. Il est de bons conseils et de toute façon, ça nous fera une jolie promenade. Bonne idée. Le gros hibou habitait le creux d'un arbre centenaire. Quand on lui eut conté l'affaire, Gros Hibou passa sa patte sur son doux petit ventre. Je ne puis répondre avant d'avoir croqué 3 souris. Ça va, mais hibou, j'ai compris. Et il s'en alla chercher dans les feuilles sèches, là où les petites souris sortent de leur trou pour venir respirer. Pour avoir des cheveux pareils, elle devait être jolie. Quand il eut croqué ces 3 souris, Gros Hibou parla. C'est un cheveu de fée, à moins que ce ne soit un rayon de lune. De toute façon, pour dire de quel côté tu dois aller, il me faudrait encore 3 souris. Ah non, alors là, non, j'en chercherai pas une de plus. Et il partit en avant, d'un air si résolu que Poulet des Bois fut bien obligé de le suivre. Adressez-vous à l'oiseau boule de neige. Mon merle noir! Oh bon, allons voir cette boule de neige. Aussitôt, Poulet des Bois retrouva son sourire. Boule de neige tournait en rond sur l'étang parmi les nénuphars. L'oiseau s'avança et Poulet des Bois présenta sa requête. Un cheveu de lune, un rayon de fée. Ah non, je me trompe. Je me sentirais plus clairvoyant si l'on me donnait 4 libellules à croquer. Oh, tout de même, c'est moi qui dois faire tout le travail. Quand Boule de neige eut gobé ses 4 libellules, il dit... Montez sur mon dos. Je vais vous conduire à la fée. Déjà, il se regardait avec une grande joie quand l'épervier s'élança et piqua de son bec le pauvre oiseau qui perdit l'équilibre. Tout le monde dégringola. Par chance, juste en dessous d'eux, 3 nénuphars les avaient vus venir. Attention, tenons-nous bien. Et ils s'ouvrirent pour les recevoir. Je suis le crapaud chinois. Puis-je quelque chose pour votre service? Trop aimable à vous. Je voudrais savoir ce que c'est que ça. Ça, pardi, c'est un cheveu de la fée bleue. Vous la trouverez dans son palais de Romarin tout en haut de la dernière des 7 collines que vous voyez là. Maintenant, ils marchaient depuis 6 jours et ils avaient gravi 6 collines. Ils n'en pouvaient plus. Quand la nuit vint, ils se couchèrent tous deux sous les bruyères et s'endormirent. La lune vint à passer par là. Elle vit quelque chose qui luisait entre les doigts de Poulet et se pencha. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un de mes cheveux. Elle voulut le reprendre et tira dessus de toutes ses forces, mais tout endormi qu'il fut, Poulet des Bois ne lâcha pas prise. Rien à faire. La lune ne pouvait s'attarder. Pauvre Poulet des Bois, qui cherchait si fort sa princesse et qui venait de refuser son cheveu s'il avait su. Ils abordèrent la 7e colline. Enfin, ils arrivèrent au palais du Romarin. Il était tout fleuri et sentait bon.
La fée bleue! Elle sortit aussitôt. Dès qu'il vit ses cheveux blancs, Poulet des Bois se mit à pleurer. Ce ne pouvait pas être elle. Avoir marché si longtemps, supporter tant de fatigue et de danger, et ce n'était pas sa princesse. Viens avec moi, je sais où elle est. Je vais te conduire à elle. Ils arrivèrent à une clairière toute fleurie de jasmin. Chut, elle va venir. Dans le ciel, les nuages s'écartèrent et l'on vit sourire la lune. C'est elle? C'est elle. Alors Poulet des Bois fit un grand saut dans les airs et s'envola les bras tendus vers sa princesse. Ils se marièrent. Pensez-vous, on ne se marie pas avec la lune? Non, il resta là-haut, près d'elle. Mais au bout d'un petit temps, Poulet des Bois s'ennuya de sa forêt. C'est comme ça. Chaque fois qu'on quitte la forêt, on s'ennuie. Laisse-moi retourner dans ma cabane. Nous irons ensemble. Quand vint la nuit, la lune resplendit sur la terre et Poulet des Bois se laissa glisser jusque chez lui, le long de la chevelure pâle de son ami. Mon merle noir dormait dans sa cage. Il avait triste mine depuis qu'il était seul. Mon merle noir! Ils partirent se promener ensemble dans la forêt en faisant 1000 bêtises. La lune riait entre les branches de les voir si gais. C'est un vrai petit lutin. Il habite à loin d'ici. Je connais un vieux lutin qui a préparé quelque chose pour le goûter. Youpi, j'ai deviné. Vive le père Castor! Oh non! C'est toi, chat! Flûte, j'ai pas envie de jouer! Oh, t'es mauvais joueur. Quelles sont ces galopades? Un chat ferait sûrement moins de bruit. Père Castor, est-ce que les chats habitent toujours dans des maisons? Ah, les chats aiment aussi être indépendants. Ils aiment chasser, courir et aussi se battre. Ils aiment aussi dormir dans des coussins. Ouais. Écoutez cette histoire. Comment le chat trouva la maison de ses rêves. Le chat cherchait une maison car il trouvait que dans la rue, la vie était bien difficile. Il faut se battre pour dormir, il faut se battre pour manger. Il y a ces voitures qui roulent comme des folles et ces passants pressés de retourner chez eux. Et moi, je suis très triste. Je ne suis qu'un chat de gouttière, sans maison, sans amis et sans frère. Je trouve la vie bien amère car j'ai personne à chérir. C'était un chat très solitaire. Mais bien sûr, il ne voulait pas n'importe quelle maison. Il la voulait comme ceci, il la voulait comme cela, avec des... puis encore un... C'était un chat très difficile. Ouf, il trouvera pas. Il trouvera pas. Il ne trouvera pas, sifflaient les oiseaux qu'il aurait bien croqué. Pourtant, les villes sont très grandes, les rues sont pleines de maisons. Et les routes peuvent vous conduire très loin. Pourquoi pas jusqu'à la maison de vos rêves? C'était un chat qui vivait d'espoir. Le chat courut, et finit par en voir une qui lui parut à son goût. Elle se tenait au bord d'un pré fleuri. Le chat se fit poli, le chat se fit aimable pour prendre des renseignements. Ici, je m'arrête car je dois vous dire que les chats comprennent le langage des maisons. Bonjour, madame, je vous trouve bien belle et gracieuse avec ce toit rose et ces volets verts. Et moi, je suis un chat qui cherche une petite place. Vous avez raison, vous avez raison. Chaque chose a sa place et une place pour chaque chose. Le balai à la poussière, la marmite sur le feu, la couverture sur le lit. Il faut de l'ordre, mon ami, dans une maison qui se respecte. Le chien au portail, le chat au grenier. Ah bon? Et pour manger? C'est tout pareil, c'est tout pareil. Le pot-au-feu pour les maîtres, la pâtée pour le chien, la souris pour le chat. Il faut de l'ordre. Bon, moi, avec les souris, je joue. Je les mange pas. Il abandonna vite cette maison trop ordonnée. C'était un chat qui aimait la fantaisie. Le chat courut. Et voici qu'il se heurta presque à une rangée de murs tristes qui lui cachaient le ciel. De terreur, son poil se hérissa. Oh là 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 là, je sais pas à quoi peuvent bien servir tous ces murs pleins de trous. Ce sont des pièges, peut-être. Vous n'êtes qu'un sot! Hurlèrent 1000 bouches furieuses. Et d'ailleurs, filez vite! Les animaux sont interdits dans les appartements! Sans insister, le chat s'enfuit. C'était un chat un peu poltron. Le chat courut.
grandes maisons, il en vit de petites. Il vit de belles demeures orgueilleuses, des modestes, des charmantes. Il vit des maisons à toit rond, des maisons à toit plat, des maisons à toit pointu. Il en vit une qui l'étonna beaucoup. Elle marchait sur l'eau et s'appelait Bateau. Mais jamais il ne rencontra la maison de ses rêves. Certaines pourtant furent bien près de séduire son cœur de petit chat. Et surtout la maison de la grand-mère, avec son jardin plein d'oiseaux grassouillés, ses rideaux de dentelle, ses confortables coussins posés partout, ses petites assiettes toujours pleines de bonnes choses, sa vieille dame tout en mots tendres et en gestes doux. Notre chat vécut dans cette maison-là des heures bien agréables. Et voilà. Il est attendrissant, ce minou. C'est un chat bien difficile, non? C'est pas facile de trouver une maison. Ça doit être dur pour un tout petit minou. Tout seul dans la rue. Toujours à se bagarrer. Un coup de griffe. Un coup de dent. Dans la jolie maison de grand-mère, le chat vécut des heures bien agréables. Il y avait Charlotte la siamoise, la chérie, la précieuse. Il y avait Tarzan le roux qu'on avait sauvé de la noyade. Zorro le noir était très fort et il aimait se battre. C'était lui le chef. Et puis les poissons rouges. Et puis le chien. Cette dame avait le cœur tendre. Trop, c'est trop. Au revoir, grand-mère. C'était un chat jaloux. Mais quand même, il y a bien dans ce vaste monde une maison faite pour moi, une maison qui m'attend. Après tout, si les routes sont si longues, peut-être vont-elles jusqu'à la maison de mes rêves. C'était un chat patient. Mais il finit par se fatiguer de tant de voyages inutiles. Il revint alors vers la rue qu'il avait vue naître. Après tout, peut-être ne suis-je pas fait pour m'installer. Peut-être suis-je né pour rester chat de gouttière. Et si la rue doit être ma maison, il faudra bien que je l'aime. Malgré ses bagarres et malgré ses dangers. Et même si la vie dans la rue est bien difficile, pour moi, le chat, la rue, c'est la liberté. C'était un chat fataliste. Il s'endormit sur un vieux mur chauffé par le soleil. Il revenait tranquillement de l'école. Lui portait un pantalon bleu, elle une robe rose. Ils virent le chat endormi sur son mur. Comme il est maigre et comme il a l'air triste. Oh, c'est un petit chat sans famille. Regarde comme sa fourrure est sale. Il n'y a personne pour s'occuper de lui. J'ai une idée, si nous l'emmenions chez nous à la maison. J'ai tellement envie d'avoir un petit chat. Pas toi? C'est celui-là que je voudrais. Tu as raison, mais tu sais, un chat, on ne l'attrape pas comme ça. Un chat, ça s'apprivoise. Alors très doucement, pour ne pas l'effrayer, ils commencèrent à l'appeler. Le chat ouvrit un œil. Je dois rêver. Qui a parlé de maison? Le chat n'aimait pas beaucoup les enfants, qui le tourmentaient souvent. Oh, ces deux-là sont bien mignons, et puis ils n'arrêtent pas de miauler derrière moi. Ils ont l'air bien malheureux. Minou, joli petit chat, chouchou. Petit chat sans maison. Tu verras comment on va s'aimer, te torloter, te gâter, jusqu'à ce que tu deviennes un gros minet, un gros matou. Notre chat, rien qu'à nous. Le chat se laissa bercer par la chanson des mots. Il a l'air gentil. Elle aussi, elle est douce. Pour un peu, je les adopterai. Qui m'aimera si je les laisse s'en aller? Le chat souriait dans ses moustaches. Mais j'hésite, car si je quitte cette rue, adieu ma chère liberté. Joli petit minou. Viens minet, viens chez nous. Non, mes petits coquins, vous ne m'attraperez pas. Le chat se demande encore aujourd'hui comment il se retrouva en train de ronronner avec une belle ardeur dans les jambes du petit garçon et de la petite fille. Après qu'ils eurent fait connaissance, il fallut bien parler d'avenir. Il doit apprendre à toujours être propre. Maman déteste le désordre et la saleté. Cette dame a raison, j'apprendrai vite. Tu sais, tu n'auras pas toujours de la viande, c'est trop cher pour nous. Et alors, à quoi servent les souris si ce n'est à nourrir un chat? Tu crois qu'il s'entendra avec le chien? Et avec notre jolie tourterelle qui allait le casser. Ne vous faites pas de soucis. Dans une maison, plus on est nombreux, plus on s'amuse. On pourrait demander à l'épicier une boîte en carton. Ça lui ferait un lit. Oh oui!
Un lit, une boîte en carton, mais c'est le rêve de tous les chats. Chez nous, ce n'est pas grand, tu sais. On n'est pas riche. Il n'y a pas de tapis, pas de jardin. Et s'ils préféraient partir? Partir? Mais qui parle de partir? Qui parle de quitter une maison si parfaite? C'était un chat solitaire. C'était un chat difficile. C'était un chat poltron. C'était un chat fantaisiste. C'était un chat jaloux. C'était un chat fataliste. C'était un chat qui vivait d'espoir. C'est un chat heureux. C'est un vrai chat sauvage apprivoisé. Croyez-vous qu'il soit resté un peu sauvage? Il lui arrive de se battre et de croquer des petites souris. Oh non! Il retourne parfois dans la rue. Juste pour aller sentir les fleurs. Pour se rappeler comment c'était. C'est joli. Est-ce qu'il est content maintenant? C'est un chat heureux. Heureux. Allez, hop, on y va! Ouais, mais où allez-vous? On va chercher un chat heureux! Tiens, Grignotte, serre-toi, c'est bon. Oh non, non, pas celui-là. Prends celui d'à côté, il est bien meilleur. Et toi, Père Castor, serre-toi aussi. Bon, et à moi, lequel me conseillez-vous? Moi, j'aurais dû... Bon, tout est... Grignotte, ça va? Dites donc, vous deux. On a juste rajouté du sel et du vinaigre. C'était pour rire. Et vous prendrez bien quelque chose à boire. C'est les prix qu'ils croyaient prendre. Vos blagues me rappellent une histoire. Allez, venez vite, je vais vous la raconter. De toute façon, j'avais trop chaud. La sorcière née du vinaigre. Viens voir à la cave. Je suis sûre que c'est là que le Père Noël cache ses cadeaux. Qu'est-ce que c'est que ces deux roudoudous? Bonjour, madame. Nous sommes les deux enfants de la maison. Oui, bonjour, madame. Et vous, qui êtes-vous? Ceux qui sont niais, ces deux-là. Vous n'avez jamais vu de sorcière, peut-être? Vous voyez bien que je ne suis pas la reine d'Angleterre. Vous remercierez bien votre papa pour moi, mes petits. Ah bon? Vous connaissez papa? Un peu que je connais ton père, mon petit bonhomme. C'est même grâce à lui que je suis ici. Quoi? Figurez-vous, mes poupounets, que pour créer une sorcière, il faut impérativement 3 conditions. D'abord, une atmosphère très humide, cette cave. Ensuite, une faible quantité de vinaigre. Et le plus difficile, prononcer une formule magique dans l'obscurité totale. Et justement, l'autre jour, votre papa est descendu à la cave pour chercher une boîte de petits pois que votre maman lui avait demandé. Mais comme il ne trouvait pas l'interrupteur, c'est alors qu'il a dit la formule magique. Comment veux-tu que je trouve des petits pois dans le noir? Et c'était ça la vraie formule magique? Pour les petits pois, ça m'étonne pas. Ils ne trouvent jamais rien. C'est vrai, ma sourisette. D'ailleurs, ce jour-là, vous avez mangé des nouilles. Vous allez voir comme c'est désagréable d'avoir une sorcière extraordinairement méchante au sous-sol. Vos ennuis ne font que commencer. Adrien, Louise, vous trouvez vraiment ça drôle? Mais maman... Allez, filez. Et ne recommencez pas. Plus de poils à gratter. Ah, chat! Louise, Adrien, du poivre dans mon mouchoir. Maintenant, vous deux, ça va vraiment mal aller. Du sucre. Mais c'est bon, on n'a rien fait. Oh! Oh! De l'encre. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça ne peut plus durer, il faut s'en débarrasser. Voyons, dératisation, détartrage... Ah! Désorciarisation. Ah, voilà. SOS Carabosse, spécialiste de chasse aux sorcières. Bonjour, madame. Nous avons une sorcière dans notre cave. S'il vous plaît, aidez-nous à nous en débarrasser. La chasse aux sorcières est un art très difficile. Chaque cas est différent. Il faut trouver le point faible de la vôtre. Voyons, comment est son teint? Jaune. Bien, très bien. Et son haleine? Oh, bah. Excellent. Oui, oui. L'avez-vous déjà entendu dire « Mon foie connaît pas » Jamais. Parfait. Je suis sûre que votre sorcière souffre du foie.
Le chocolat au lait est extrêmement nocif pour les sorcières qui souffrent du foie. On considère qu'une dose de 100 grammes de chocolat par kilo de sorcière est mortelle. Combien pèse la vôtre? Aucune idée. Vous devez absolument connaître son poids. Ensuite, vous le divisez par 100 et vous saurez combien de chocolat lui faire manger pour la voir disparaître à tout jamais. Bonsoir, sorcière. Ah, mes minouchets, c'est gentil de venir me voir. Vous ne m'en avez pas voulu pour le poivre dans la confiture. En fait, on s'inquiétait pour vous. Mais pourquoi donc, mes chouchous? Eh bien voilà, Louise et moi trouvons que vous maigrissez. Vous devez être malade. Moi? Malade? Oh! « 33 kilos sur la balance de votre mère. Mon poids de jeune fille, tout va bien, mes poupounets. Allez, allez. Chocolat pour la fête de papa chéri. Miam, miam, miam. Ouais, il ne reste rien. On a gagné. Hurrah, hurrah. Là, on est battu. La sorcière est beaucoup plus forte que nous pour les blagues. Ça c'est sûr, mais avec les pouvoirs qu'elle avait, elle aurait pu faire autre chose. En général, tu sais, une sorcière, ça fait pas des choses gentilles. Et en plus, ça existe pas vraiment. J'espère qu'Adrien et Louise réussiront à convaincre leurs parents qu'ils n'étaient pas responsables de toutes ces méchantes bêtises. Oui, espérons qu'ils pourront rétablir la justice et montrer qu'il ne faut jamais juger sans preuve. Oh là là, encore un étage. J'ai envie que le père Castor nous raconte une histoire. Attention, ne bougez plus. Ça va tomber. Oh non, mais pourquoi t'as fait ça? Bon, de toute façon, les châteaux de cartes, ils finissent toujours par s'écrouler. J'ai une histoire formidable à vous raconter. Ouais, Le calife cigogne. Cassid, le calife de Bagdad, savourait son café à petites gorgées. Son grand vizir entra. Tu sembles pensif, mon cher Mansour. Qu'as-tu donc? Oh, ce n'est rien. Je viens de voir à la porte du palais un marchand qui vend de bien belles choses, mais je n'ai pas assez d'argent pour les acheter. Fais-le monter. Le marchand portait une cassette remplie d'objets précieux. Le calife remarqua que la cassette portait un tiroir et demanda au marchand de l'ouvrir. Qu'est-ce cela? Je ne sais pas. J'ai trouvé ce parchemin dans une ruelle de la Mecque et je n'ai pu le déchiffrer. Je vous le céderai pour peu d'argent, s'il vous intéresse. Le calife, grand collectionneur de manuscrits, acheta le tout. Puis il fit appeler le vieux Sélim, qui savait toutes les langues. Sélim examina le grimoire. Que je sois pendu si ce n'est du latin. Que l'homme qui déchiffrera ces lignes glorifie Allah de la grâce qui lui échoit. Celui qui brisera cette poudre en disant Moutabor se changera en tel animal qui lui plaira et comprendra le langage des bêtes. Pour retrouver sa forme humaine, il devra s'incliner 3 fois vers l'Orient en répétant Moutabor. Mais qu'il prenne garde de rire pendant sa métamorphose, car il oublierait le mot magique et resterait animal. Le calife était enchanté. Il ordonna à Sélim d'oublier ce qu'il venait de lire et s'en fut avec son vizir à travers la campagne. Je parie ma barbe, gracieuse majesté, que ces deux oiseaux ont une conversation pleine d'intérêt. Voici l'occasion d'essayer la poudre magique. Moutabor! Vous avez un bien beau bec, majesté. Oh, que tu es drôle. Mais gardons-nous de rire. Allons plutôt voir si nous comprenons le langage des cigognes. Chère longue patte, me permettez-vous de vous offrir cette cuisse de grenouille? Merci, ma bonne claquebec, mais je n'ai pas le temps de m'attarder. Il y a grand bal ce soir chez mon père. Par le prophète, je n'ai pas envie de rester cigogne. Tâche de te souvenir de ce maudit mot. Je ne peux plus le retrouver.
Voyons, il faut se tourner vers l'Orient et dire mou, mou, mou. Malheur et malédiction, le calife et son grand vizir avaient oublié la formule. Ils étaient ensorcelés. Tristement, ils se mirent à cheminer par les champs, ne sachant que faire. En survolant la ville, ils assistèrent aux magnifiques fêtes que Bagdad fit au successeur de Cassid. Stupéfaction. Le nouveau calife est Mirzra, le fils de mon pire ennemi, l'enchanteur Kashnour. Cassid comprit d'où venait le maléfice. Il décida de tenter un pèlerinage à la Mecque pour rompre l'enchantement. Quand la fatigue les prit, ils durent s'arrêter dans un vieux château. Mais en parcourant les ruines, ils entendirent des sanglots. Le calife aperçut une chouette. Soyez les bienvenus. On m'a prédit qu'une cigogne m'apporterait le bonheur. Le calife lui fit le récit de son aventure. Je vois que nous sommes compagnons de malheur. Moi non plus, je ne suis pas née chouette. J'étais la princesse Loussa. L'enchanteur Kashnour m'a changée en chouette parce que je ne voulais pas épouser son fils Misra. Alors je suis condamnée à rester dans cet état jusqu'à ce qu'un homme également ensorcelé me demande pour femme. Nos malheurs semblent avoir des relations mystérieuses. Oui, et peut-être pourrons-nous ensemble trouver le secret de la délivrance. Oui, mais comment faire? Le sorcier Kashnour vient une fois par mois dans une grande salle du château avec des amis. Il leur raconte généralement ses méfaits. Si vous pouviez l'entendre, peut-être prononcerait-il le mot magique que vous avez oublié. Oh, chère princesse, dites-nous vite où se trouve cette salle. Ne pensez pas de mal de moi si j'y mets une condition, mais je ne veux pas rester un oiseau de nuit. Aussi, je vous dirai ce que vous voulez savoir si l'un de vous promet de m'épouser. Oh. Mansour, épouse-la. Oh, ma femme m'arracherait les cheveux quand je rentrerai à la maison. Non, non, vous, sire, vous êtes jeune et libre. Oui, mais si elle est laide. Mais il avait tellement peur de rester cigogne toute sa vie qu'il promit. Vous ne pouviez mieux tomber. C'est ce soir que doit avoir lieu le festin. Elle les conduisit jusqu'à un mur en ruine. À travers les fentes, le calife et Mansour reconnurent le marchand qui leur avait vendu la poudre magique. Et qui n'était autre que le sorcier Kashnour qui racontait à ses amis le mauvais tour qu'il avait joué au calife. Et quel était ce mot magique? Un mot latin, pas bien difficile, Moutabor. Moutabor, Moutabor, Moutabor. Ne reconnaissez-vous pas votre chouette? Le calife était si émerveillé de sa beauté qu'il ne regretta pas son aventure. Ils regagnèrent Bagdad, le peuple fit fête à son souverain retrouvé qui fit pendre le sorcier Kashnour. Son fils Misra, changé en cigogne par la vertu de la poudre magique, fut mis en cage. Le calife épousa la princesse Loussa et tous vécurent longtemps heureux. Je vois que mon histoire t'a donné des idées, mais sais-tu que l'on peut faire beaucoup d'autres jeux avec des cartes? Je sais bien, mais maintenant j'ai envie de faire un grand château et que ma sœur me laisse tranquille. Très bien, je t'ennuierai plus, na. Oh, les filles. Oh, tout est à recommencer. C'est comme si un géant avait marché sur notre maison. Tu crois vraiment que ça peut arriver? Mais non. Mais si, parfois j'entends au loin le pas lourd d'un ogre ou d'un géant. Mais non, ça existe que dans les histoires. Ça peut exister quand même. Père Castor, est-ce que t'as déjà vu des géants très très grands qui peuvent écraser les maisons? Oui, dans les vieilles légendes que l'on se raconte depuis des siècles. Bah tu vois que ça existe pas, les géants. On parle toujours de géants qui auraient aujourd'hui disparu. Ah bon? Alors j'avais un petit peu raison. Si tu veux. Et si tu nous racontais une de ces histoires de géants, Père Castor? Les nains et le géant. Ce matin-là, le nain Petit-Tout se mit en route. Il voulait demander au géant qui habite la montagne de réparer la meule de son moulin. Après bien des recherches, il trouva un gant si grand qu'il aurait pu en faire sa maison. Le gaillard ne doit pas être bien loin. Enfin, il le trouva endormi dans une vallée. Ça doit pas être facile de le réveiller. Il prit la plus grosse des pierres qu'il put porter et frappa de toutes ses forces sur son nez. Encore un sale moustique. Et le géant se rendormit aussitôt. Il faut que je lui chatouille le nez, mais une plume n'y suffirait pas. Il coupa une branche et la lui enfourna dans les narines. On se réveillerait à moi. Il éternua si fort que Petit-Tout fut projeté dans un arbre. Oh là l'ami, que cherches-tu là-haut? Des nids d'oiseaux? Il étendit le bras et cueillit le nain. Tu as une bien vilaine façon d'éternuer. Il ne doit pas faire bon de t'approcher quand tu as un rhume de cerveau. Oh non, quand ça m'arrive, on peut compter les oiseaux morts par centaines. Mais dis-moi un peu ce qui t'amène. Je vais te demander un service. Mon moulin ne marche plus, la meule est cassée. Est-ce que tu voudrais aller me chercher une pierre, la tailler, faire un trou dedans et la mettre en place? Soit, mais je trouve que tu me déranges bien souvent. Autrefois, il y avait plus de géants et moins de nains. Et ils n'auraient pas osé nous chatouiller le nez même avec une fleur. C'était le bon vieux temps, enfin. Connais-tu l'endroit où il y a des pierres meulières? Le géant mit le nain dans la poche de son gilet et fila comme le vent.
Arrivé à la carrière, il détacha un gros bloc de pierre, l'arrondit avec son couteau. Puis, il plaça le bloc sur son pouce et le fit tourner si vite qu'en moins d'une minute, son pouce avait traversé la pierre dure. Ça, c'est du bon travail. Gros bêta, tu ne vois pas que le trou est 3 fois trop grand? Le pivot est tournerait à vide. Oui, tu as raison, je n'avais pas pensé à cela. Recommence. Le géant prit un autre bloc et refit l'opération avec son petit doigt. Et maintenant, courons à la maison, car le boulanger attend la farine du moulin pour faire son pain. Le géant remit le nain dans sa poche et la meule à son doigt comme une bague. Ouais, mon petit! Quoi? En arrivant, regarde bien où tu poses les pieds, sinon tu aplatiras tout le village comme une crêpe. Je marcherai sur les pointes. Le géant fit très attention et déposa Petit Tout près de son moulin et la meule sur son pivot. Petit Tout alla ouvrir les vannes, l'eau coula, la roue tourna, la meule suivit en ronronnant. Ça tourne très rond. Merci 1000 fois, mon ami. Qu'est-ce que je pourrais faire pour te récompenser? Je n'ai jamais mangé de pain de ma vie et je voudrais en goûter ne fût-ce qu'une seule fois. Mais il faut qu'il soit grand. Tu l'auras si tu attends. Le géant s'accroupit sur la grande place avec beaucoup de précautions pour ne pas faire écrouler les maisons alentour. Le meunier courut chez le boulanger. Je vois bien que mon fournil est trop petit pour un monstre pareil. J'ai une idée. Je te suis. À 2 pas du village, il y avait un grand creux dans le roc qu'on appelait la marmite des géants. Oui, ce serait bien, on pourrait le chauffer et cuire le pain dedans. Seulement, il faut que tout le village nous aide. On commença par rouler des brouettés de braise, mais il n'y en avait pas assez. Il fallut brûler 10 douzaines de fagots de sapin et transporter toute la farine sur une plateforme voisine. Le boulanger ajouta 2 sacs de gros sel et 3 de cendres fines pour la levure. Et maintenant des pelles. Qu'une partie d'entre vous fasse la chaîne jusqu'à la rivière pour monter les seaux d'eau pendant que les autres remueront la pâte. Les nains se mirent à pétrir à cœur joie. Quand la marmite de géant fut chaude à point, le boulanger et ses aides en retirèrent la braise. Puis, ils y jetèrent la pâte par pelletées. Il nous faut un couvercle. Apportez-moi le toit de la grange d'en face. Au bout de quelques heures, le boulanger envoya chercher le géant, qui fut bien content de se dégourdir les jambes. Pas très grande, votre miche. Mais elle a l'air croustillante. Goûtons un peu. Et il avala la miche tout entière. Merveilleux! Je n'aurais jamais cru que ce fût si bon. Si vous me promettez de me faire un pain pareil une fois par an, je vous promets de tuer tous les ours et tous les loups à 100 lieues à la ronde. Bonsoir tout le monde! Les nains rentrèrent chez eux contents et fourbus. Ce soir, je voudrais entendre une histoire terrifique. Ça veut rien dire, terrifique. Fantastique. Tu veux dire terrifiante? Oui, mais j'aime pas ça du tout. Une histoire qui fait peur. On se bouge déjà les oreilles. Un conte fantastique ne fait pas toujours peur. C'est comme un grand rêve qui nous emmène. Alors, je voudrais, s'il te plaît, une histoire tout à fait fantasmagorique. Ah oui! Le gâteau de Diallo. Diallo avait 10 ans. Il vivait dans une case bien propre et bien fraîche, à l'ombre d'un énorme manguier. Avec mes parents et ma petite sœur Lala. Papa Manono possédait un enclos où il récoltait des bananes, des mangues et des oranges. Il avait aussi de petits champs où il cultivait le mil et le maïs. Maman Manono gouvernait la maison, la cour qui l'entourait, les poules, les pintades, les chiens et les chèvres. Ainsi que Diallo et Lala. L'histoire se passe un jour de fête pour le grand tam-tam de printemps. Cette nuit-là, tout le village met ses plus beaux habits. Tout le monde mange, boit, chante et danse jusqu'au matin. Maman Manono, qui est bonne pâtissière, a promis pour ce tam-tam un énorme gâteau à sa façon. Un gâteau dont on se souviendra longtemps. Papa Manono avait donné une corbeille de grains de mil, un rayon de miel, des cacahuètes et des pistaches. Maman Manono avait ajouté quelques douzaines d'œufs et des bananes. Le grand jour venu, maman Manono se leva avec le soleil pour tout préparer. Tandis qu'elle écrasait les grains de mil avec un pilon de bois plus haut qu'elle, Diallo soufflait sur le feu. Maman Manono casse des œufs dans sa grande cuvette. Moi, je fais griller les cacahuètes. Et moi, je les épluche. Enfin, maman Manono versa la pâte dans sa plus grande calebasse, la tassa, la retourna. Oh là là, le beau gâteau! Il n'est pas fini, il y manque encore le miel, les bananes et les pistaches.
Elle pose le gâteau fumant sur une grosse pierre. Diallo, je dois aller à la rivière laver nos vêtements pour la fête. Veille bien sur le gâteau, que ta petite sœur n'y touche pas. Et prends bien garde aux vautours. Je ferai attention, c'est promis. Alors maman Manono posa un gros paquet de linge sur sa tête et s'en alla en chantant. Au bout d'un moment, Lala s'approcha du gâteau. Non, non, il est chaud, tu vas te brûler. Aïe, tu n'es pas gentil, tu m'as fait mal. Ces cris réveillèrent le vautour qui ne dormait que d'un œil en haut du grand manguier. Allongeant son cou déplumé, il étendit ses grandes ailes et vint planer très bas, couvrant toute la cour de son ombre. Va-t'en, vilaine bête, ou je te casse mon bateau sur le dos. Le vautour s'éloignait, revenait, mais comme il ne pouvait approcher du gâteau, il retourna sur le manguier. Je sais comment l'avoir, ce gâteau. Comment feras-tu? C'est facile. Je me cache derrière la case, j'appelle au secours en imitant la voix de Maman Manono. Tout le monde partira vers la rivière et toi, tu voleras le gâteau. Bravo, allons-y. Et le perroquet alla se cacher derrière la case. Au secours, Diallo. Au secours, le crocodile veut manger ta mère. Diallo, Lala et tous les voisins coururent à la rivière. Maman, courage, on arrive. Maman Manono rinçait son linge en le piétinant sur une pierre plate et nul crocodile n'était en vue. Les voisins surpris rirent d'abord de cette aventure quand soudain... Diallo, et le gâteau? Mais maman, je l'ai laissé là-bas, au village. Elle courut jusqu'à sa case, suivie de tout le village. Le gâteau! Non, il a disparu. Maman Manono cria, pleura. Les voisins étaient désolés de voir son chagrin et bien ennuyés d'être privés d'un si merveilleux gâteau. Ils en dirent tant de bien que maman Manono, à demi consolée, finit par se calmer. On se souviendra encore longtemps de ce gâteau que personne n'a mangé. Personne? Pas tout à fait. Le vautour s'était réfugié dans le manguier. Il gardait jalousement le gâteau et le perroquet exigeait bruyamment sa part. Mais c'est là une autre histoire. Oh, je voudrais savoir la suite. Est-ce qu'ils ont pu manger le gâteau? Est-ce que les villageois ont renoncé à faire la fête? On cuisinait toutes sortes de plats délicieux. Les habits de fête sont propres, les enfants sont lavés, coiffés. Tout ce petit monde se réjouit. Nous aussi. Nous allons faire une fête. Et danser. Il faudra inviter des amis. Père Castor, dis-nous encore l'histoire de cette fête dans un village d'Afrique. Ce jour-là, tout le village se prépare à la fête du grand tam-tam. Oh, t'écoutes. Raconte-nous, Père Castor. Oh, oui, la suite. Diallo et le grand tam-tam. Maman Manono avait préparé pour la fête du grand tam-tam le plus beau des gâteaux. Elle l'avait confié à son fils Diallo, mais le vautour rapace, aidé du perroquet rusé, avait réussi à s'en emparer. Diallo, le gâteau. Oh non! Il a disparu. Et tout le village s'était lamenté. On se souviendra longtemps de ce gâteau que personne n'a mangé. Le vautour s'était réfugié dans le manguier et avait déposé le gâteau sur une grosse branche. Il le surveillait d'un œil glouton. Il l'aurait bien mangé à lui tout seul, mais le perroquet exigeait bruyamment un partage. Les oiseaux et les singes discutaient. Chacun voulait donner son avis. Finalement, le plus vieux des singes fut pris pour juge. Les jeunes singes vont construire une grande balance à l'aide de branches et de lianes. Il s'assit cérémonieusement et dirigea les opérations. Il partagea ensuite le gâteau en deux. Celui de droite est plus lourd que l'autre. Il fait pencher la balance. Il en mangea un morceau pour rétablir l'équilibre. Maintenant, c'est celui-ci qui est trop lourd. Il l'allégea d'une bonne part. Il continua ainsi, tantôt à droite, tantôt à gauche. Le gâteau diminuait à vue d'œil. Le vautour et le perroquet n'osaient rien dire, car le public admirait bruyamment. Mes amis, la pesée est un art difficile. Si vous le permettez, pour prix de leur peine, je donnerai ce qui reste du gâteau à ceux de ma tribu qui ont construit cette ingénieuse balance. Ce fut la ruée. Singes et oiseaux se précipitèrent pour finir le gâteau.
Le perroquet, furieux, jacassait de plus belle. Le vautour, affamé, alla reprendre sa place, immobile sur la plus haute branche du manguier. La nuit était venue. De grands feux s'allumèrent. La fête commençait. Les villageois avaient apporté des rôtis, des ragoûts, des boulettes de maïs. Des bananes, des mangues, des papayes. Et du vin de palme. Les musiciens, assis par terre, frappaient leurs tambours et leurs balafons. Tout le village dansait. Les vieux comme les jeunes, et même les tout petits enfants qui savaient à peine marcher. Seule la famille Manono est encore dans sa case. Maman Manono, qui s'était si bien préparée pour cette fête, n'osait plus s'y montrer. Sèche tes larmes et viens avec nous. Elle avait encore son pagne de tous les jours et regardait tristement les beaux habits de la famille épars autour d'elle. Maman Manono, j'entends le son du tam-tam. Alors le chagrin fut oublié. Toute la famille fit bientôt son entrée dans la clairière. Oh, ben les voilà. Ils sont venus, bravo. Les danseurs mimèrent l'aventure du gâteau. L'un imitait Diallo, l'autre le vautour. Maman Manono trouva cela si drôle qu'elle entra dans la danse pour jouer son propre rôle. Elle eut un succès magnifique. Diallo voudrait dire quelque chose. Je voudrais bien retrouver mes voleurs, est-ce possible? Le silence se fit. Le sorcier qui menait le tam-tam prit la parole. J'en ai le pouvoir. Écoute et regarde. Il frappa en cadence le grand tambour dont la voix grave traverse toute la contrée. Le vautour, le perroquet et les singes endormis dans les branches commencèrent à se balancer, les yeux fermés. Le son grandissant, la musique les arracha de l'arbre et les entraîna toujours dansant jusqu'à la clairière. Diallo, je te livre tes voleurs. Tu peux choisir la punition. Je les condamne à danser toute la nuit. Le tam-tam reprit de plus belle. Ce fut le plus étonnant ballet qu'on vit jamais dans un tam-tam. Le matin venu, le vautour et ses complices dansaient encore, à bout de force, couverts de poussière, ridicules. Alors le sorcier arrêta le tam-tam et les laissa s'enfuir sous les moqueries des derniers danseurs. Voilà une histoire qui finit bien. Les voleurs ont été punis grâce au tam-tam du sorcier. Et maintenant, si nous allions goûter sous le manguier.